ce qu'on enseigne en premier, souvent, c'est ce qui est le plus important. Et ce n'est pas parce qu'on monte dans les catégories d'âge ou qu'on avance dans le temps que son importance est diminue. Bonjour, bonsoir, 9e tips de cette 3e saison des tips de l'IFRAB. Ravi de vous accueillir une nouvelle fois. Pour certains et certaines, la saison est terminée, mais nous, on travaille encore un petit peu au mois de mai et aujourd'hui, c'est Anthony Brossard que nous recevons. Comment ça va, Anthony? Écoute, ça va plutôt pas mal, hein. Saison finie pour moi aussi, mais sinon, ça va très bien. Ouais, tu as encore un peu de boulot jusqu'à la fin de l'année, peut-être, non? Encore. Ouais, pas mal de préparation pour l'année prochaine. Et du coup, pas mal de temps aussi pour travailler sur différents sujets, donc c'est bien. Anthony, écoute, je pense qu'il y a quand même pas mal de monde qui te connaît sur la place lyonnaise du basket, mais pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter en 2 mots? Écoute, ouais, j'ai été sur les dernières années pendant un long moment responsable du centre de formation de l'Asvel Garçon. Sur cette saison, j'ai toujours en collaboration avec l'Asvel, j'ai été sur le club de Lyonceau en National 1 pour le développement des jeunes joueurs et puis pour lancer la collaboration, le partenariat entre l'Asvel et Lyonceau. Et plutôt une bonne réussite. Et l'année prochaine, je reprendrai mes fonctions de responsable du centre de formation à l'Asvel et entraîneur de l'équipe Espoir. Ok, parfait pour le petit topo. Maintenant, est-ce que tu peux nous présenter rapidement le thème que tu as choisi et puis peut-être nous expliquer les raisons qui t'ont poussé à choisir ça? Ouais, moi j'apprécie particulièrement la formation des entraîneurs et j'ai suivi un petit peu ce que vous faisiez et j'ai vu qu'il y avait pas mal de thèmes offensifs, défensifs qui avaient traités. Et moi, il y a un sujet un peu spécifique qui me parle et où je suis très, très sensible, c'est le surnombre. Et plus spécifiquement, si tu veux, à l'intérieur du surnombre, la notion de 2 contre 1. Offensif, ça peut être défensif, mais là, pour le coup, ce serait plutôt en attaque. Donc, Ok. ouais. Est-ce que justement tu peux faire une différence ou peut-être que tu l'expliqueras plus tard? Tu as une expérience chez les jeunes et Mhm. puis cette année tu étais sur groupe senior et peut-être développement des jeunes aussi. Est-ce que tu notes des différences entre les deux? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Écoute, c'est une bonne question et pour le coup, c'est un bon sujet parce que pour moi, il fait partie des sujets qui sont plus que transversales, qui sont même indispensables, j'ai envie de te dire, sur toutes les catégories. Je crois que c'est le thème sur lequel j'ai passé le plus de temps quand j'entraînais la catégorie U13, où c'était vraiment la notion de jeu rapide, la notion de surnombre à 2 contre 1. Et puis, c'est un thème qui m'a suivi et qui m'a même accompagné cette année à Lyonceau, puisqu'on en a fait plutôt beaucoup. Et je l'expliquerai un petit peu à l'intérieur de ce que je vais exposer. Mais moi, l'idée vraiment, c'est de se dire que ce qu'on enseigne en premier, souvent, c'est ce qui est le plus important. Et ce n'est pas parce qu'on monte dans les catégories d'âge ou qu'on avance dans le temps que son importance est diminue. Je pense que ce qui est essentiel, c'est justement de maintenir ça et de jamais oublier ce qui est fondamental et ce qui est important. Et je pense que ce thème-là, il est universel à toutes les catégories et il se retrouve dans toutes les situations de jeu presque. Tu vois, si j'allais un petit peu plus loin, j'aurais même envie de dire, ça dépasse le basket, c'est un thème qui est universel au sport collectif. Ok, c'est intéressant. Écoute, on va pas trop s'étendre sur le sujet. On va te laisser un peu Ouais, deux, trois choses à nous présenter quand même. ok, Écoute, je te laisse la main si tu veux. Et puis on ok, reviendra sur ce thème-là tout au long de l'intervention. ok. Allez, pas de souci. Donc voilà, juste en intro, ce que je vous disais, c'était que si on avance un petit peu dans une planification, si on construit une planification, on va avoir tout ce qui est individuel, sur les fondamentaux, sur la technique, du 1 contre 0 au 1 contre 1. Et si on monte progressivement, l'étape d'après, c'est tout ce qui va être autour du jeu à deux attaquants et un défenseur. Et donc, c'est pour moi la première chose qui intervient à partir du moment où on veut mettre la notion de collectif. Et donc, c'est un thème qui est hyper important. Dans ce que je vais vous présenter, et pour que vous ayez aussi une idée un petit peu sur ma manière d'aborder un sujet,
moi, je pars du principe que peu importe le thème, je mets exception du tir extérieur et sa gestuelle, mais peu importe le thème, je pense qu'il faut l'enseigner dans un premier temps sur des grands espaces. Donc, en l'occurrence, par rapport au basket, sur du tout-terrain. Donc, moi, le point d'entrée, je vous aurais présenté un autre thème, j'aurais discuté de la même chose. C'est commencer par des situations qui sont sur l'ensemble du terrain, sur des grands espaces. C'est facilitant, c'est vraiment quelque chose qui permet de vite être en situation de réussite. Et du coup, ça met une intro sur la deuxième chose qui me semble importante. C'est que pour moi, on progresse quand on est en réussite et on est en réussite quand on utilise ses points forts. Et ça, dans l'apprentissage, c'est quelque chose qui me semble important. Et dans tout ce que j'explique et ce que je vais expliquer, au vu du thème, ce que je vais essayer de présenter, c'est quelque chose où les joueurs ils sont assez rapidement en situation de réussite pour développer un peu leur progression, favoriser la prise d'initiative. Et effectivement, dans un premier temps, ce sera sur des espaces qui sont importants. Ok. Donc ça, c'est un petit peu l'intro pédagogique, si je peux dire. Ok. Juste pour la mise en place, là, est-ce Ouais. que c'est l'exercice que tu vas nous présenter, il est applicable dès les catégories très jeunes, type U13, voire avant U11, ou alors vraiment c'est des choses que tu conseillerais plus à partir du U15 ou U17? U13, c'est sûr, parce que je l'ai expérimenté, je l'ai fait et je l'ai beaucoup utilisé. U11, j'ai l'impression que oui, c'est transposable. En dessous, j'ai envie de dire oui, mais je n'ai pas une expertise de cette catégorie-là, mais j'ai envie de dire oui. Après, il y aurait peut-être des choses à tolérer. J'entends sur le code de jeu, on peut autoriser des reprises de dribble, on peut autoriser des marchés un petit peu pour favoriser le développement un peu collectif du jeu et pas que ce soit finalement très séquencé, très arrêté et que ça ressemble à du demi-terrain. Donc oui, c'est transposable. Après, la seule chose, est-ce qu'il faut commencer par ça? Je dirais non. Ça veut dire que dans une construction d'année, dans une planification, on peut imaginer qu'il y ait quelques séances avant celle que je vais vous présenter, mais ça s'imbrique très très rapidement sur les catégories U13 et jusqu'au niveau professionnel sans problème. Ok, d'accord. Du coup, c'est des choses que tu as aussi fait avec les niveaux espoirs ou cette année sur la N1, c'est des choses que tu peux faire sur ces niveaux-là aussi. Ouais, ouais, complètement. C'est ce que j'ai fait cette année. Je l'ai fait énormément en espoir. Pour l'anecdote, euh, l'année passée, avec un groupe espoir qui est plutôt très talentueux, qui a été compétitif et qui a été valorisé, euh, les situations de 2 contre 1 sur nombre, on en faisait tous les jours. Et quand je dis tous les jours, on entraînait 5 fois par semaine, pas 365 jours dans l'année, mais bien 9 mois sur 12. Et des fois, on a l'impression quand on entraîne beaucoup qu'on fait toujours la même chose. Et moi, ce thème-là, je l'ai fait toute l'année et j'en ai pas dérogé. Après, ce que j'ai changé, c'est à l'intérieur du thème les objectifs. J'ai changé un petit peu les repères, pas mal de choses, mais le thème en lui-même, c'est-à-dire la notion de surnombre et d'exploitation du 2 contre 1, on en a fait tous les jours. Et, euh, et vraiment, j'en souris parce que c'est devenu quelque chose avec le staff. On échangeait, il me disait, bon, bah, aujourd'hui, du 2 contre 1. Je dis, mais bien sûr, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et anciennement, Mehdi Mari il m'avait sensibilisé là-dessus en disant que lui, quand il avait été en Espagne, pareil, c'était échauffement, surnombre sur beaucoup d'entrées. De ce que j'ai vu au niveau professionnel, ils le font beaucoup aussi, beaucoup de situations de surnombre. Donc moi, c'est quelque chose que j'utilise énormément. Ouais. Ok, très bien. Bah, écoute, je te propose qu'on commence. Ouais, bah, La je petite vais. intro, je te laisse la main. Allez, pas de souci. Donc, ouais, une fois qu'on a dit ce que je voulais vous dire sur l'idée de lancer des situations sur tout terrain, sur l'idée de lancer des situations qui favorisent la réussite par rapport au thème qu'on a mis. Donc là, on peut construire ces séances et c'est ce que j'ai fait un petit peu sur la plaquette. Euh, Par rapport à ce thème, juste pas 2 erreurs à éviter, mais 2 choses que j'essaie de prendre en compte à ne pas faire et qui sont un petit peu, à mon sens, trop dans les mœurs. C'est quand on travaille le surnombre, le 2 contre 1, pour moi, le dernier tireur, il ne peut pas être le défenseur. Sinon, ça ressemble plus à des situations de tir en course avec course-poursuite. Et pour moi, c'est difficile d'envisager que la personne qui a tiré soit considérée
comme le défenseur sur le retour. L'autre chose, c'est que pour moi, il est difficile d'envisager que le rebondeur soit très impliqué sur le 2 contre 1. Donc, c'est deux choses que j'essaie de prendre en compte parce qu'on a tendance à faire ces situations universelles de 3 contre 0, retour 2 contre 1. Et on se rend compte que le tireur, on lui demande de replier. Donc, il a à peine fini son tir qu'il doit replier. Et c'est peu réalisable par rapport à ce qu'on voit en match. Et puis, on demande au rebondeur souvent de sortir sa balle et de devenir le premier attaquant. Et donc, c'est des choses qui, à mon sens, sont faisables, qui développent des choses, qui sont faciles à mettre en place, mais qui ne doivent pas être… j'essaye de l'utiliser le moins possible. Voilà. Donc, c'est deux petits infos, deux tips, si on peut dire, en préambule, que j'essaye d'éviter. Ok. Cependant, si je veux prendre le contresens de ce que tu dis, en réalité de match, le mec qui tire ou la fille, il faut quand même qu'il replie le plus vite possible aussi. C'est sûr. Et c'est souvent le cas quand c'est un tir extérieur. Un tir à 3 points, on peut imaginer sur le haut du cercle, il est tireur et il est géographiquement, il est le dernier défenseur. Sauf que quand on travaille le 2 contre 1 en attaque, on va plutôt favoriser les tirs près du cercle. Et du coup, le joueur qui tire près du cercle, géographiquement, rarement, voire jamais, il est le dernier défenseur, pour contextualiser. Donc, si je me dis, le tireur, il est le dernier défenseur, presque ça induit qu'il faudrait qu'en attaque, je valorise le fait de tirer de loin. Donc, ce serait un petit peu contre-productif, si tu veux, par rapport à ce que je veux enseigner. Je ne sais pas si ça a du sens ou pas, mais… Si, très bien, mais c'était juste un peu pour histoire de… C'était un peu d'esprit de contradiction, mais j'étais d'accord avec ce que tu disais. Ok. Et donc, voilà. La situation, alors j'essaie de vous la présenter. On m'a toujours dit, la rotation, c'est l'ennemi du coach. Donc, dans toutes les situations pédagogiques que je présente, j'essaie de faire en sorte que très, très vite, les joueurs ils puissent la jouer et qu'ils ne soient pas en train de réfléchir d'où est-ce qu'ils doivent aller. Est-ce qu'il faut aller du cône jaune au cône vert en passant par le bleu, en faisant le tour de la corde, etc. Donc, j'essaie que ce soit le plus facile possible. En gros, ici, 2 équipes. Une équipe bleue qui est dans son camp défensif ici, donc dans sa zone d'attaque là-bas, et puis une équipe rouge qui est à l'inverse ici. 2 joueurs de chaque côté de la même équipe. Hein. Donc là, j'ai mis 2 joueurs de l'équipe rouge et derrière eux, des joueurs de l'équipe bleue. Cet exercice-là, pour que ce soit efficace et que ce soit optimal, il faudrait le jouer à 12 joueurs. Donc voilà. Très, très simple. On a ici 2 attaquants et donc ici, là-haut, qui sont 2 défenseurs. Ce que je demande dans un premier temps, et là-dessus, c'est vraiment très transposable aux petites catégories, c'est que les 2 défenseurs ici, ils se mettent d'accord pour qu'il n'y en ait qu'un des 2 qui aille en défense. Et l'autre, il est passif, il n'intervient pas sur la situation, mais déjà, ça favorise le fait qu'ils se parlent et donc de collaborer un petit peu, ce qui est hyper important. Donc là, dans l'idée, j'ai mis le ballon ici, j'ai mis son partenaire ici, l'idée du tout-terrain. Dans l'idée, il y a un des 2 joueurs qui doit intervenir en zone avant. Donc voilà. Et en préambule, et ce qui me semble être le plus important sur la notion de 2 contre 1, ce serait de dire que, admettons, ils se sont parlé et ce joueur a décidé qu'il intervenait. Et c'est tout de suite essayer de faire prendre conscience aux attaquants qu'il faut prendre des informations. Dans l'idée ici, si ce joueur intervient, ce joueur est seul, il a beaucoup d'espace disponible. Et donc, ce que ça doit déclencher chez lui, c'est qu'il doit avaler cet espace-là et il doit attaquer, véritablement. À l'inverse, si les 2 joueurs se parlent et que le ballon est ici et que ce joueur-là rentre en défense, le premier réflexe que ça doit déclencher chez ce joueur-là, c'est de passer la balle à son coéquipier. Parce que lui a plus d'espace disponible pour jouer. Et donc, c'est un préambule simple, mais qui pour moi est fondamental. C'est le défenseur est sur moi, je lâche la balle. Le défenseur est sur mon coéquipier ou n'est pas sur moi, j'avance. Et ça, c'est quelque chose qui est pour moi fondamental. Okay. Si je vous avais présenté le thème du pick and roll, je vous aurais dit la même chose. Je prends le pick and roll, le défenseur il est sur moi, je passe sa balle. Le défenseur du grand n'est pas sur moi, j'attaque. Okay. Donc ça, c'est quelque chose qui va me suivre finalement dans tout ce que j'enseigne. Anthony, est-ce que tu donnes une consigne particulière sur le défenseur
Parce que peut-être que sur ce genre de situation, on vient vite à tricher, c'est-à-dire mettre un pied en zone avant et reculer. Et finalement, le défenseur attend sous son cercle et ça dénature un petit peu ton idée de surnombre et de jeu rapide. Ouais, les repères que je leur donne aux défenseurs, c'est qu'ils sont obligés d'intervenir en zone avant, qu'ils ont droit de partir uniquement quand le tir de leur coéquipier a été déclenché. Et après, si tu veux, s'ils interviennent et qu'ils reculent, presque c'est pas si grave parce qu'ils resteraient dans la même zone finalement. Ça ne changerait pas grand-chose. Et souvent, ce qui se passe, c'est que le joueur, il ne va pas par réflexe venir au milieu, qui serait une situation dont on va parler un peu après, qui est une situation à prise de décision, alors que là, la réponse, elle est presque induite. Donc, si tu veux, c'est simplement dire, j'aimerais que tu interviennes, vous intervenez en zone avant. Ce qui, des fois, est compliqué, et c'est intéressant, c'est que les deux ne se parlent pas, il y en a deux qui interviennent. Donc là, il faut nous intervenir pour leur dire que non, par rapport à l'exercice, on veut de la communication, on veut qu'ils collaborent. Et ce qui est compliqué, c'est que des fois, il n'y en a aucun qui intervient et du coup, on se retrouve sur du 2 contre 0. Donc ça, c'est vraiment pour moi cette idée-là le défenseur est sur moi par priorité, je joue avec mon coéquipier. Le défenseur est sur mon coéquipier par priorité, je joue pour moi. Okay. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me semble être important. Ça, c'est sur la première partie de terrain, si tu veux. Dans l'idée, on imagine que les deux joueurs bleus ont bien exploité cette situation et puis ils se retrouvent de l'autre côté. Allez, je vais le mettre un peu plus haut. Ici avec le ballon et puis ici sans le ballon. Puis on va dire que c'est ce joueur-là qui était intervenu. Si ce joueur-là intervient, l'autre, simplement, il revient dans son camp sur le côté. Okay. La deuxième idée, la première, c'est il est sur moi, je lâche, il n'y a personne, j'y vais. La deuxième idée qui est importante, c'est d'attaquer le dos du défenseur. Donc, par exemple, si je mets un défenseur qui a reculé et qui se retrouve ici, l'idée, c'est que les deux joueurs, hein, porteur et non porteur, ils doivent essayer d'attaquer son dos. Généralement, on va un petit peu plus vite sans le ballon qu'avec le ballon. Et donc, par priorité, ce joueur-là, il doit essayer d'aller dans son dos. D'accord ? Ça, c'est vraiment quelque chose de prioritaire. Et l'objectif, ce serait que entre ces joueurs, le défenseur, le porteur de balle et le coéquipier, ils arrivent dans le dos du défenseur à former un triangle, si tu veux. Donc ça, c'est la chose la plus importante et la plus facile, j'ai envie de te dire. Cette situation-là, il faut l'exploiter tôt. C'est-à-dire, ce qu'il faut faire comprendre aux joueurs, c'est que cette passe-là, presque il faut la faire avant le milieu de terrain ou juste après. Parce que plus on avance, plus ce triangle-là, il existe, mais on se retrouve proche de la ligne de fond. Et ce qu'on voit souvent, c'est, comme on a dit au non-porteur, il faut que tu attaques le dos du défenseur. Bah, lui, il continue à courir et il se retrouve dans un espace qui est proche de la ligne de fond. Il reçoit le ballon, il met le pied en touche ou il est obligé de faire une passe en arrière. Donc, très vite, il faut essayer d'attaquer et de mettre d'attaquer le dos du défenseur. Ça, okay. C'est hyper important. Si la passe, elle peut être donnée, elle est donnée. Et donc, si on n'a pas réussi à attaquer le dos, hop, tac. Parce que le défenseur a reculé, par exemple, d'accord ? Dans ce cas, il faut accepter de ralentir pour ce joueur ici, pour proposer un triangle. Lui, il a avancé un petit peu depuis. Le même triangle, mais au-dessus du terrain, si tu veux. C'est toujours la même idée de se désaligner pour donner des angles de passe. C'est simplement essayer de comprendre qu'il y a un premier temps où je dois vite, j'avais entendu ça une fois, ça m'avait parlé, mais vite me mettre en position de hors-jeu, donc dans le dos de la défense. Et si quand je passe à ligne médiane, je suis encore hors-jeu, généralement, il faut que j'accepte peut-être de ralentir ou de laisser le défenseur revenir. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, mais dans l'idée, c'est un petit peu ça. Ça, c'est pour la… J'ai une petite question, moi, Anthony, ouais. Avant que tu t'enchaînes là-dessus. Est-ce que, ou alors peut-être que tu allais venir là-dessus, mais est-ce que la personne qui est l'attaquant qui est à l'opposé du ballon, qui n'a pas le ballon, est-ce que tu lui demandes s'il n'a pas la balle de couper systématiquement, c'est-à-dire de continuer sa course, comme c'est très souvent demandé chez les catégories jeunes, ou est-ce que justement tu demandes de ralentir, c'est un peu ce que tu me disais là, tu demandes de ralentir et d'attendre l'info du porteur de balle? Eh ben, je lui demanderais de ralentir
Le seul cas de figure, si tu veux, où je vais lui demander de continuer, c'est si dans sa course, elle était très bonne, mais le ballon n'est pas arrivé. Donc, si tu veux, il fallait y aller, il fallait être décisif. Le ballon n'est pas arrivé. Dans ce cas, la passe, on a raté un timing, c'est pas grave, je continue. Mais dans l'idée, quand je cours, c'est pas pour continuer ma course, c'est pour avoir la balle. Et il fallait on devait me donner le ballon. J'avais couru dans le bon espace au bon moment. Le passeur a raté son timing, a raté le contrôle du ballon, m'a pas fait la passe. Là, effectivement, je vais continuer ma course, que ce soit devant. Moi, je préfère revenir de ce côté-là, de dire je vais libérer l'espace, mais je peux l'avoir. Donc, si tu veux, pour moi, c'est pas une demande parce que si ça doit arriver, c'est qu'on a raté quelque chose. Donc, si je leur dis si vous n'avez pas la balle, vous continuez à courir, c'est qu'il y a eu un problème. C'est non, si tu dois avoir la balle. Et je préfère, avant de leur parler du plan B, je préfère insister sur le plan A et de me dire, au lieu de dire qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas eu, on va déjà tout faire pour l'avoir. Et bien sûr que, comme on n'est pas non plus extrémiste, bien sûr qu'au bout d'un moment, on leur dit, oui, mais dans ce cas de figure, ça a du bon sens, tu vas continuer, tu vas pas. Je veux jamais de marche arrière. J'accepte qu'un joueur ralentisse et s'arrête, mais il a interdiction de faire de marche arrière. Okay. Donc, effectivement, s'il était persuadé qu'il fallait qu'il reçoive la balle et qu'il ne l'a pas eu, il faut qu'il continue. Donc, ça, c'est pour répondre un petit peu. Admettons que ce défenseur, on est d'accord que le défenseur ici, s'il était venu sur le ballon, on garde nos règles de départ, je lâche la balle. Et s'il était venu sur le non-porteur, j'attaque. Là, on imagine une situation où le défenseur a, au début, fait un choix, puis il a replié, il s'est retrouvé entre les deux. Tu vois un peu l'idée. Ouais. Ensuite, si je vois que je veux attaquer son dos, mais qu'il n'accepte pas parce qu'il recule, moi, il faut que j'accepte ici de ralentir. Et lui, il va continuer à avancer, celui qui avait le ballon. Donc là, on peut se retrouver dans un cas de figure, ce qu'on appellerait les deux attaquants sont au même niveau. Le cas de figure, je vous ai parlé avant, c'est mon coéquipier est devant moi. Dans ce cas, il essaie d'attaquer le dos du défenseur et moi, j'essaie de le rechercher. Et là, on se retrouve dans un cas de figure où le défenseur n'a pas accepté que le coéquipier, le deuxième attaquant, soit dans son dos. Il a reculé et donc les attaquants se retrouvent au même niveau. Quand on bascule de je suis devant, je suis au même niveau, il faut que lui, il accepte de ralentir. Le repère que je vais leur donner, c'est si je lui fais la passe, il faut que le joueur puisse tirer sans que le défenseur intervienne. Donc, il faut la donner suffisamment forte dans l'espace avant pour que je puisse aller tirer sans que lui puisse intervenir. Le critère que je demande à mes joueurs, il est interdit de recevoir le ballon à l'arrêt. Donc, on l'a vu au départ, je vais courir, on va me l'envoyer, je vais tirer. Ou ensuite, je vais accepter de ralentir pour quand la balle arrive, je sois en mouvement et je puisse rentrer dedans. Ça, pour moi, c'est fondamental. Ok, donc, ça, c'est une consigne technique de catégorie très jeune jusqu'à senior, ce serait… Ouais, tout le temps pour moi. Okay. Ce que je déteste, c'est quand les deux joueurs, ils avancent. La passe s'est faite très tard, donc le joueur, au bout d'un moment, il s'est arrêté. Et tu sais, on se retrouve avec le défenseur, il est au milieu, on se fait 3-4 passes, on est à l'arrêt, et puis tout le monde revient, et on a des situations qui sont mal exploitées. Moi, il faut que le joueur soit lancé. L'année passée, on avait une équipe très athlétique, on acceptait de se dire qu'il y a un angle de passe supplémentaire qui existe, c'est quand les 3 joueurs sont alignés, on accepte de lober le défenseur. Parce que nos attaquants, ils sont très forts quand ils sont lancés, ils ont les capacités athlétiques d'attraper la balle et en l'air, la mettre dans le cercle. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai aucun souci à enseigner et même je valorise et qui est simplement adapté par rapport au profil des joueurs. Donc, plus compliqué en vitesse, ça, du coup. Ouais, c'est compliqué, mais c'est pas interdit dans le sens où ça peut être une bonne réponse si tu veux. Mais oui, dans l'idée, c'est physiquement un petit peu compliqué. Ce qu'il ne faut pas, c'est l'interdire en leur disant non, mais ça n'existe pas. C'est comme si en tout petit, il tire à 3 points et on lui dit non, je ne veux pas que tu tires à 3 points. Oui, le tir à 3 points est important, il existe et il est partie intégrante de ta progression de formation, mais stratégiquement, on va se donner le temps d'y arriver et on ne va pas commencer par la fin. Donc, ce n'est pas interdit, juste peut-être que des fois, on aurait tendance à le mettre un peu trop tôt, j'ai envie de dire. Maintenant, vous avez un joueur U13 et il en existe qui a les aptitudes, ce serait dommage de ne pas l'exploiter. Donc voilà.
Donc, on a dit, si le défenseur il vient sur moi, je lâche. S'il ne vient pas, j'avance. On a dit en numéro 2, moi, non porteur, j'essaye d'attaquer le dos du défenseur. Donc, on a vu un petit peu tout ça. Et là, on se retrouve sur une situation où lui a ralenti. Et là, il faut finalement prendre une décision. Le dernier choix, c'est de dire que si le défenseur n'intervient pas et il reste au milieu, par priorité, il faut attaquer. Si le choix du défenseur il est évident, il vient vers la balle ou il n'y va pas, on a la réponse. S'il ne fait pas de choix, hiérarchiquement, il faut que je l'attaque. Et je le force à faire un choix. Si sa réponse c'est de me laisser aller au panier, je vais au panier. Si sa réponse est d'intervenir fort sur moi, j'ai peut-être le temps de donner la balle encore. Et si sa réponse c'est d'intervenir sur moi au dernier moment, c'est-à-dire au moment du contre, je peux encore d'une fois donner la balle quand je suis en l'air. Mais par priorité, je ne veux pas, dans un premier temps, je préfère développer un peu l'agressivité des joueurs. Quand on monte de catégorie, si le défenseur ne fait pas de choix, les attaquants peuvent essayer de le forcer à en faire un. Et c'est là où intervient la notion de feinte qui est hyper intéressante. C'est-à-dire que si je suis face à un défenseur qui est statique, je peux essayer de l'emmener sur une fausse piste pour le faire réagir, alors qu'il n'avait pas prévu de réagir. Et du coup, je peux essayer de feinter. Je peux feinter du regard, je peux essayer de feinter ma passe, je peux regarder le cercle droit dans les yeux, si je peux dire. Et du coup, il va penser que je vais aller tirer et à ce moment-là lâcher la balle. Et il y a toute cette notion qui intervient. Et ça, j'ai envie de dire, je l'ai dans tous les thèmes, c'est-à-dire la première chose, c'est d'exploiter la réponse qui est donnée. Ensuite, il est possible que cette réponse-là soit évidente, mais que j'ai besoin d'accentuer, si tu veux, le retard. Et donc, même si la réponse est de passer la balle, rien ne m'empêche de feinter et de tirer pour passer la balle et donner encore plus d'avantages. Et la dernière chose, c'est d'emmener le défenseur sur une fausse piste et de le forcer à ce qu'il me donne ce que je veux. Donc, puisque j'ai envie de tirer, je vais vraiment, le classique, je vais feinter de faire la passe pour pouvoir aller tirer. Donc, dans un premier temps, de la même manière, je ne vais pas le donner aux jeunes comme réponse. Si ça vient d'eux, c'est génial. Mais dans un premier temps, je vais essayer d'aménager pédagogiquement la situation pour que la réponse elle soit induite. C'est ce que je disais au tout début, c'est-à-dire en fonction d'où arrive le défenseur, la réponse, elle est donnée. Et petit à petit, et c'est là où la deuxième partie de terrain elle est intéressante, les joueurs vont devoir trouver la réponse et c'est à eux de la trouver. Donc là, il va y avoir la notion de feinte, etc. etc. Ok. Est-ce que justement cet aspect plus de créativité sur la deuxième partie de terrain, il y a des profils de joueurs ou de joueuses qui n'ont pas ces aptitudes-là et qui, par exemple, sont forts attaquants, qui vont toujours aller au cercle, d'autres qui aiment bien jouer avec le défenseur. Comment tu fais, toi, pour un peu adapter tes consignes au type de joueur que tu vas avoir en face de toi? Je pense qu'il faut vraiment l'encourager, cette prise d'initiative et ce côté un petit peu, plus que malin, c'est ce côté un peu joueur et feinteur. Et j'ai envie de te dire, dans toutes les situations pédagogiques, il y a des moments où on peut l'encourager. Et il faut l'encourager. Et de la même manière que j'encourage les passes lobées, je vais encourager les passes dans le dos, je vais encourager les passes aveugles, à la seule et unique condition qui est une réflexion derrière et qui ait du sens. C'est-à-dire, je disais, la passe lobée, elle est intéressante si les joueurs… Je vais effacer un peu. Elle est très, très, très intéressante pour éviter ce qu'on a dit tout à l'heure. Tu as un joueur ici qui est lancé et tu as un défenseur qui s'aligne avec lui. Ce que je ne veux pas, c'est que lui, il continue sa course. Donc, il aurait fallu lui donner avant. Au moment où on est aligné, ce n'est pas encore trop tard. Sauf qu'on a raté un timing, donc notre deuxième timing est un peu plus dur, mais il est encore temps de la lancer en l'air. Et après, une fois qu'il est passé, ce n'est pas ce qu'on veut. Et j'ai presque envie de te dire, même si le panier est marqué, j'ai du mal à encourager ces situations-là. Ce n'est pas parce que ça marche que c'est bien joué. C'est ce que je dis aux joueurs. Ça a marché, mais ça ne va pas perdurer si on ne travaille pas mieux que ça. Donc, si tu veux, si la feinte de passe, elle est adaptée, parce que derrière, j'ai envie de trouver un tir. Si la passe dans le dos, elle est adaptée, parce que ça me permet de trouver un angle de passe. Si la passe lobée, elle est adaptée, parce qu'on est aligné et c'est la seule réponse qui me reste, je l'encourage énormément. J'exagère, mais ce que j'aurais du mal,
c'est de voir un joueur aller seul au cercle, à 1 contre 0, et faire une feinte de passe. Et là, on me dit, vous avez vu, cet entraîneur, il encourage vachement la créativité. Je me dirais, mais ça n'a aucun sens ce qu'il fait. Ça veut dire être créatif, c'est pas faire du cirque, quoi. La création, elle a pour but d'ouvrir des choses, de permettre des choses. Et des fois, on a tendance à confondre un petit peu ça. Et un joueur qui en fait trop, on dit qu'est-ce qu'il est créatif? Non, il fait juste n'importe quoi. Et des fois, il y a des joueurs qui, au contraire, ils regardent à droite pour faire la passe à gauche. Et je me dis, mais c'est incroyable, il a tout compris. Et je l'encourage là-dedans, vraiment, 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 vraiment. Le grand classique, hein, y a un copain qui est devant moi, j'arrive derrière, je veux lui faire une blague, je lui tape sur l'épaule à droite parce qu'en fait, je suis à gauche. Et j'ai envie de dire, c'est la même chose à 2 contre 1. Je vais tirer. Et autant lui faire croire que je ne vais pas le faire. Et, etc., etc. Et ce qui est intéressant, c'est que ce rapport de force-là, il existe chez le défenseur aussi. Ça veut dire que lui aussi, défenseur, il se dit, bon, je vais lui faire croire que je vais sur lui parce qu'en fait, je vais aller sur l'autre. Et si tu veux, tu développes une espèce de rapport de force entre les deux où le défenseur, il n'est pas bête. Si je reprends la situation de départ, tu me dis si je pars trop loin. On revient sur le thème. Tu as une autre situation encore après, Anthony? Ouais. Mais si c'est pas grave si on reste sur ça. Mais tu vois, si je prends la situation de départ où je te dis, c'est ce joueur-là qui intervient, donc il faut faire la passe. Au bout d'un moment, le défenseur, il est malin. Il se dit, puisque j'interviens et que dans ce cas, la réponse est de faire la passe, je vais faire fin d'aller sur lui et je vais partir au dernier moment ici. Et c'est là où tout devient intéressant. Le défenseur, il est malin, mais l'attaquant, il dit, mais tu m'as pris pour qui? J'ai vu que… etc. etc. Et le fil conducteur de tout ça, on va me dire, oui, mais comment tu fais pour, au bout d'un moment, qui prend l'ascendant sur qui? Si les deux sont feinteurs. Celui qui prendra l'ascendant, c'est celui qui sera le plus agressif. C'est qu'au bout d'un moment, il faut aussi montrer de l'agressivité pour que la feinte ne suffise plus et que ça se transforme en choix. C'est-à-dire, j'avance tellement vite que tu m'as feinté d'aller là, mais tu te rends compte que si tu n'interviens pas, tu ne seras jamais là. Donc, le fait d'être agressif force les défenseurs à faire un choix. La feinte va le bousculer. L'agressivité va le forcer à décider. Dans ce cas-là, c'est quand même l'attaquant qui doit quand même décider. Si c'est sur un 2 contre 1, le défenseur, quand il triche, c'est un cache-misère, quoi. C'est juste pour exactement. gagner un ballon, pour essayer de faire perdre une balle. Mais normalement, sur un 2 contre 1, il faut que ce soit ton attaquant, non, qui au bout d'un moment, plus agressif. Au bout d'un moment, l'attaquant, il doit faire un choix. Et ce choix, pour moi, il doit être agressif dans le sens où il doit être assumé. Il ne doit pas être hésitant. Donc, si j'ai décidé de tirer parce que la situation, elle n'était pas claire, j'y vais, mais j'y vais vraiment. J'y vais pas timidement. Et si la passe était évidente, je la fais et je la fais vraiment. Donc, tu as raison. Celui qui doit décider, c'est celui qui crée l'action. Mais de la même manière, au bout d'un moment, le défenseur, il va intervenir de manière agressive parce qu'il se dit, je n'ai pas le choix et je ne peux plus rester dans l'entre-deux. Donc, c'est là où ça devient intéressant. Là où cet exercice, j'aime beaucoup, c'est que si on continue, donc là, on se retrouve avec nos joueurs qui ont joué. Je mets mes joueurs bleus qui, du coup, derrière, vont être en défense. Celui qui prend le rebond, c'est un joueur rouge. Il a encaissé le panier ou pas. Souvent, je demande à jouer une fois le rebond offensif sur des situations de 2 contre 1 pour garder cette notion d'agressivité, d'engagement au rebond, mais pour éviter de tomber sur un truc statique. Et puis aussi pour leur dire, on ne peut pas accepter sur une situation de surnombre que vous ayez le temps de jouer plus d'un rebond. Vous n'aurez pas le temps. Et quand je dis rebond, souvent même avec les plus grands, c'est une claquette. Donc, c'est pas… Je crois beaucoup au rebond, mais de la même manière, le rebond à 2 contre 1, il existera sur un temps très court. Donc, c'est pour ça que j'en demande qu'un seul. On se retrouve sur la même situation où lui a pris le rebond et ces 2 joueurs-là vont rentrer. Et donc, si vous m'avez suivi un petit peu, on est d'accord que c'est un des 2 bleus qui va intervenir en défense. Là où ça devient intéressant, et pourquoi j'ai choisi le 2 contre 1, c'est qu'en fait, à partir du moment où il y a du surnombre, je pense qu'il faut essayer d'isoler du 2 contre 1 dans le surnombre. Que ce soit du 3 contre 2, du 4 contre 3, du 5 contre 4, je pense que ce qu'il faut faire, c'est essayer d'isoler un 2 contre 1 et de le jouer. Et de le jouer de la même manière qu'on a vu. Il vient sur moi, je passe. Il ne vient pas sur moi, j'y vais.
Donc là, on se retrouve avec un joueur qui a pris le rebond et lui, il décide d'intervenir là. Et là où, si tu veux, on pourrait se dire, ouais, mais donc là, c'est un peu une situation de 3 contre 1. Le but, c'est à l'intérieur de ça d'isoler du 2 contre 1 et de se dire, moi qui ai le rebond, j'ai vu que le défenseur venait de ce côté, bah, je vais, moi, sortir la balle ici. Et donc, finalement, je vais jouer moi et lui contre lui. Et du coup, tu parlais de la notion de créativité. Elle intervient même pour le rebondeur. Il a le rebond et avant de sortir la balle, juste pour dire on t'a demandé d'aller vite, te dépêcher, tu peux prendre une information et par la qualité et la stratégie que tu as mise ici, elle peut être intéressante. Pour donner un exemple, je vais le citer parce que c'est celui qui m'avait marqué. Sofiane Briki, ancien joueur du Pôle Espoir, aujourd'hui en Pro B à Laza, lui, il prenait le rebond, il avait vu que ça venait ici, il regardait ici et il faisait la passe là. Donc le défenseur, il commençait à partir là-bas et lui, il le jouait à contre-pied. Parce qu'il avait tout de suite compris qu'il fallait jouer un petit peu dans le contre-pied, dans le dos de la défense, etc., etc. Donc si tu veux, presque tout le temps, pas que sur la fin du 2 contre 1, presque tout le temps, on peut encourager la créativité et tous ces repères-là. Quoi qu'il arrive, ton rebondeur, il ne peut jamais partir en dribble, on est d'accord. C'est quand même tes deux attaquants sur les ailes qui restent attaquants. Si tu veux, il peut partir en dribble et même en match, il doit partir en dribble si ça doit ouvrir quelque chose. En l'occurrence ici, comme les deux attaquants sont devant lui et que son dribble ne va rien lui ouvrir de plus, il y a peu d'intérêt. Maintenant, si tu me dis, enfin pas si tu me dis, mais si vous vous rendez compte qu'il y a ce joueur a un peu trop anticipé et trop loin, ça ne me dérange pas qu'il prenne un dribble pour faire la passe. Ça a du sens. Mais je suis favorable au fait que le rebondeur il parte en dribble si ça lui permet de trouver une distance de passe, de créer un décalage. Là, en l'occurrence, son dribble, il ne va pas accentuer le retard du défenseur, il peut juste lui permettre de trouver la passe. Et bien, s'il a besoin de dribbler, il dribble. Ok. Tu vois, il n'y a aucun souci. Donc voilà. La progression pédagogique de ça, ce serait de dire, ce joueur-là rentre, allez, on va enlever le côté feinteur. Du coup, ici, je sors la balle à l'opposé, moi je continue ma course. Et ce défenseur-là a le droit d'intervenir uniquement sur la première partie de terrain. Mon coéquipier qui était en face, à qui j'avais dit j'y vais, lui, il intervient sur la deuxième partie de terrain, à l'opposé. Donc, si tu veux, sur la même traversée, généralement, on va se retrouver avec une situation où le défenseur est à l'opposé de moi. Tu vois ici, le défenseur est ici, donc moi j'ai dribblé. Ouais. Et si le défenseur est à l'opposé de moi, l'autre défenseur sera de mon côté. Et dans ce cas, lui va peut-être accélérer et il y a des chances que je trouve une passe. Et du coup, dans le même exercice, on a les deux cas de figure. On n'est pas obligé de faire 50 passages pour avoir des cas de figure différents. On a un cas de figure où le défenseur est sur moi et un cas de figure où il ne l'est pas. Donc ça, c'est assez intéressant sur cet exercice-là. Les rotations sont les mêmes, c'est-à-dire les deux joueurs bleus viennent dans leur camp. Les deux joueurs rouges, avant d'aller dans leur camp, s'arrêtent au milieu de terrain et passent par la case défense avant de revenir dans leur camp. Si vous voyez un petit peu l'alternance. Ça, je le fais beaucoup. Plus on augmente les catégories, plus je vais leur demander d'aller vite, d'essayer de regarder. Et ça développe des infos de collaboration intéressantes. C'est que lui, il va peut-être essayer d'intervenir sur une passe, sur un dribble, que lui va essayer d'attaquer son dos, etc., etc., etc. Donc, si tu veux, c'est le même exercice avec une gestion du 2 contre 1 sur la première moitié de terrain, une gestion du 2 contre 1 sur la deuxième moitié de terrain. Ok. Quand tu pars sur des séquences comme ça dure combien de temps, Anthony? Moi, j'aime beaucoup, comme je le fais tous les jours, j'ai envie de te dire, je fais 10 minutes. Pourquoi 10 minutes? Parce que je veux qu'il garde en tête que ce qu'on recherche, c'est l'agressivité, c'est le fait d'aller très vite. Et donc, je veux qu'il le joue à très, très haute intensité. Les dernières années, les joueurs étaient tellement engagés là-dedans que ça devenait à risque, si tu veux. Si je le faisais trop longtemps, c'était un peu à risque de blessure. Ça veut dire que tout le monde essayait de monter au dunk, mais le défenseur montait quand même au contre. Et il y avait des contacts qui étaient assez agressifs. Donc, je préférais, et c'est un peu ce que je pense, en gros, c'était assez court mais intense. Okay. Donc, 10 minutes. En moyenne, 10 minutes, c'est 2 manches de 6 paniers pour une bonne équipe. Un repère là-dessus. Avec des plus jeunes, on peut faire 2 manches de 4 paniers. Voilà, ça peut être sur ça. Okay. Voilà.
Je te propose qu'on Donc, enchaîne, on a pris un petit peu de retard. Ouais. Je ne sais pas combien de temps je suis, tu me dis. Hein. Là, En fait, on va bientôt arriver au bout là, faut pas qu'on traîne. allez, je ne traîne pas. Et en fait, pourquoi je voulais proposer une deuxième situation, c'est que ce qui me dérange dans l'enseignement du 2 contre 1, c'est que la forme que je vous ai montrée, elle est peut-être un peu différente avec la lecture, tout ça, mais généralement, on le fait souvent tous de la même manière et on se rend compte que ceux qui vont en défense, c'est les intérieurs et on le joue à 2 contre 1, entre guillemets, comme des joueurs extérieurs meneurs de jeu. Donc en fait, les joueurs intérieurs savent défendre un 2 contre 1, puisqu'en plus, plus tard, c'est eux qui vont défendre les pick and roll. Et du coup, ils vont développer ce côté je suis sur mon joueur, mais je suis sur l'autre, j'interviens pas. Et les joueurs intérieurs sont des très forts défenseurs de 2 contre 1, qu'on ait fait exprès ou pas, on les met toujours dans ces situations. Depuis tout jeune âge, c'est eux qui viennent en aide. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais en aide, je ne vais pas en aide. C'est exactement les mêmes repères qu'on a donnés. Et les joueurs extérieurs sont des bons joueurs de 2 contre 1. Parce que depuis le début, on leur a dit sortez le balle sur le petit, les 2 extérieurs, vous courez et vous exploitez ce surnom. Et ce qui me dérange, c'est que les joueurs intérieurs ont du mal à jouer un 2 contre 1 et les joueurs extérieurs ont du mal à le défendre. Donc, dans l'idée et dans la progression, là pour le coup, on peut le faire en plus petit, mais pas tout de suite parce que ça va à la suite de ce que je vous ai dit, où d'abord on commence sur des grands espaces et petit à petit on réduit les espaces. Et pour le coup, une situation qui serait intéressante à faire tous les postes de jeu, c'est du 2 contre 1 proche du cercle. Si on parle à un coach senior, il va dire 2 contre 1 proche du cercle, tu me parles de mes joueurs intérieurs, la relation 4-5, les high-low, etc. Et dans l'idée, c'est un petit peu ça. Situation très, très, très simple. Un coach avec la balle, un défenseur qui est de dos, pour faciliter dans l'idée de, comme on a des petits espaces, il faut quand même trouver quelque chose qui favorise la réussite. 2 attaquants ici. Le coach, il fait la passe à l'un des 2 attaquants. Et j'ai envie de te dire, il se passe la même chose que depuis le début. Si tu viens, je passe. Si tu ne viens pas, j'y vais. Donc, les mêmes règles qu'on a toujours enseignées. Et donc, ici, ce que je veux, c'est que lui, il doit rentrer dans la balle, il ne doit pas être à l'arrêt. Donc, il doit se tenir prêt à avancer. Ce que je veux, c'est que lui, il soit agressif. Donc, il regarde le cercle pour passer la balle ou il regarde son coéquipier pour tirer. Et qu'on joue cette situation dans un espace un petit peu plus proche du cercle qui ressemble à un espace de joueur intérieur. Les règles sont toujours les mêmes. En fonction de comment intervient le défenseur, j'essaie d'aller dans son dos, tu vois, et de jouer sur ces angles de passe. Et il peut être, alors là, pour le coup, il sera rarement ici devant. Il peut être un peu plus derrière. Ou si moi, j'attaque vers le milieu, on peut avoir des situations où on tourne autour de ce petit espace. Là, on sera dans l'alignement que tu n'aimais pas trop tout à l'heure sur une fin de contre-attaque, enfin, en tout cas de jeu tout Complètement. terrain, où là, tu as les 3 qui sont dans l'espace restreint. Et du coup, c'est quoi tes points de vigilance là-dessus? Parce que tu n'as plus le fait de courir, toujours la fixation, mais du coup, comment elle s'opère dans un espace aussi En petit? fait, si tu veux, c'est des espaces que je n'aime pas quand on arrive de loin et quand on joue sur du tout-terrain. Sur du demi-terrain, c'est des espaces qui sont très, très importants. Et du coup, peut-être même que le joueur est déjà ici et que pour aller ici, ça va être dû à une fixation en dribble, si tu veux. C'est souvent la fin d'une action. Alors là, je l'ai mis ici, tu vois. Si les 2 joueurs, je l'avais mis ici et ici, c'est la même chose. C'est surtout pour essayer de jouer sur des petits espaces proches de la raquette. Je pourrais même mettre les 2 joueurs ici. Je les ai mis en bas. C'est dans l'idée, on est proche du cercle et on essaie dans un terrain un peu plus réduit de jouer sur ces situations-là. Et en gros, souvent, ces situations-là, c'est ce qu'on recherche, soit en y allant par le dribble, soit en y allant par la passe quand on travaille demi-terrain. Est-ce que là-dessus, Donc, du justement, coup, tu limites les dribbles, toi, Est-ce que sur cette situation-là, est-ce que tu limites le nombre de dribbles? Est-ce que tu t'empêches de ressortir à 3 points? Le but, c'est quoi? C'est d'aller ouais, marquer le plus vite on est possible. là, j'ai envie de te dire, en un dribble, ça doit être réglé. Sur la situation d'avant, 1 ou 2 dribbles dans la zone à 3 points maximum. Maximum. Souvent, tu vois, je leur dis, si tu fais 2 dribbles, tu fais qu'un appui. Si tu fais un dribble, tu as le droit à 2 appuis pour aller tirer. Ok. Dans l'idée de se dire, il ne faut pas beaucoup, beaucoup dribbler, enchaîner des longs appuis. Si je dribble beaucoup, c'est peut-être que dans ma feinte, j'ai dû utiliser un dribble. Et dans ce cas, je dois être capable de déclencher vite sur un appui. Si je dribble peu, ça veut dire que je vais prendre de la vitesse et je vais aller chercher de l'espace dans mes appuis.
Et ben là, j'ai envie de te dire, en un dribble, il doit être soit au cercle, soit il doit avoir fait la passe. Ok. Et même, tu pourrais dire, il a le droit de tirer. On est d'accord qu'on n'est pas sur une situation où on arrive de tout terrain. Ce n'est pas les mêmes situations. C'est jouer du 2 contre 1. Et tu vois, c'est ce cliché-là que j'aimerais enlever. C'est que souvent, si on dit on fait un 2 contre 1, tout le monde se dit on joue sur tout terrain. Mais le 2 contre 1, tu le retrouves tout le temps dans le jeu. Tu le retrouves dans les fixations, tu le retrouves dans le pick and roll, tu le retrouves dans les écrans non porteurs, tu le retrouves tout le temps, mais tu ne l'entraînes pas beaucoup. Souvent, si on joue du pick and roll, on va le jouer à 2 contre 2. Et rarement, on se dit non, on va jouer à 2 contre 1 et on va se concentrer sur les finitions, sur l'exploitation, l'attaque d'un joueur. Par contre, si on joue du 2 contre 1, tout le monde se dit ok, bah, c'est tout terrain. Moi, dans mon idée, on peut l'apprendre aussi sur des espaces un peu plus réduits. Ok. Est-ce que justement, là, c'est pas trop. Enfin, c'est l'objet parce que c'est du 2 contre 1, Ouais, que tu ne l'as pas présenté. Est-ce que le pick and roll, justement, tu le travailles à 2 contre 1 pour avoir cette idée de trouver des angles de passe, de prise de décision? complètement. Et si tu veux, là où pour moi, c'est facile, le pick and roll, si le jeu rapide et le 2 contre 1 sur tout terrain a été bien enseigné, c'est que je vais demander exactement la même chose. Imagine une situation avec un joueur ici, un coéquipier, et je mets un seul défenseur, le défenseur du grand. Je le mets en bas parce que si je lui demande d'intervenir sur la balle, il n'y a plus personne derrière et il va jeter. Donc on imagine la situation qui est celle-ci, elle est intéressante. Moi, je vais dribbler. Lui, après son écran, il va aller au panier. Rappelons-nous ce qu'on a demandé. S'il vient sur moi, je fais la passe. S'il va sur toi, j'attaque. Ça, c'est le début. Si le défenseur il est un peu plus au milieu, parce que vu qu'il est seul, il va essayer le plus possible de ne pas se livrer. La deuxième chose que je vous ai dit, si je ne dis pas de conneries, c'est d'attaquer son dos. Donc moi, je vais continuer à descendre pour aller dans son dos. Il est possible qu'il refuse. Donc j'avance. Au bout d'un moment, il est possible qu'il ne fasse pas de choix. Donc je reste agressif. Il est possible que je lui force à faire un choix. Je vais feinter. Et ce que je ne veux pas, c'est que lui, il court et qu'il ne s'arrête jamais. Il doit, au début, aller dans le dos. Et s'il voit que lui a reculé, il peut ralentir ses appuis pour que quand la balle arrive, il soit lancé, si tu veux. Donc, j'ai envie de te dire, pour moi, hein, c'est exactement la même chose. Est-ce que tu travailles avec un défenseur d'un petit, justement, qui soit passe Oui, au-dessus, soit en dessous, ou alors tu ouais, préfères le complètement. faire en priorité avec un grand? Alors, si tu le fais dans ce cas-là, tu travailles autre chose. Parce que le défenseur du petit, c'est comme si tu travaillais sur tout à l'heure tout terrain avec un joueur qui intervient en zone avant et tu l'élimines tôt. Et il y a le joueur en zone arrière que tu élimines tard. En gros, le joueur en zone avant que tu élimines tôt, c'est le petit. Le joueur en zone arrière que tu élimines tard, c'est le grand. Mais pour travailler autre chose qui est la même idée d'éliminer le petit, oui, tu peux jouer 2 contre 1. Alors là, ça va être plus, si tu veux, travailler la pose des écrans, travailler l'agressivité pour le fixer. Ça va être moins la finalité, j'ai envie de te dire. Et là, pour le coup, c'est plus éliminer un joueur par les écrans. Donc, on est moins éliminé par il vient sur moi ou il n'est pas sur moi. Parce que le petit, il ne va pas s'en aller de moi, tu vois. Donc, on est sur autre chose. Mais sur des écrans non porteurs, c'est la même chose. Et tu vois, juste pour dire si je peux finir, Vas-y, je te laisse encore 1 ou 2 minutes. Il faut qu'on pas termine plus, assez rapidement. pas plus. Ce que je dis souvent aux joueurs, sur des situations où on est peut-être à 3 contre 2, 3 contre 2, c'est très, très dur à jouer. Parce qu'il y a beaucoup d'infos, tout ça. Et c'est beaucoup plus dur de jouer du 3 contre 2 du 2 contre 1. De la même manière, c'est beaucoup plus dur de jouer du 3 contre 1 que du 2 contre 1. Parce que ça rajoute des infos et que ça rajoute de la coordination entre les 3 joueurs. Et en fait, ce que je leur enseigne, c'est qu'à l'intérieur de ce 3 contre 2, il faut qu'on arrive à isoler du 2 contre 1. Donc peut-être, il faut fixer un joueur pour que eux, ils arrivent à jouer et l'exploiter ensemble. Et peut-être, il faut faire la passe ici pour que lui, il le fixe et qu'on se retrouve avec lui et lui qui jouent 2 contre 1. Mais il faut isoler dans le 3 contre 2 du 2 contre 1. Et de la même manière, quand on joue du pick and roll, souvent on dit oui, mais les 5 joueurs doivent bouger, mais il faut essayer d'isoler du 2 contre 1. Ça peut être intérieur meneur de jeu, ça peut être meneur de jeu ailier, mais il faut essayer de viser un joueur, celui qui vient en aide, c'est tout le temps ça, et de le sanctionner. Celui qui devait venir en aide n'est pas venu, j'attaque. Celui qui devait venir en aide est venu, je l'isole. Et ça peut être entre un joueur meneur de jeu et un ailier, ça peut être entre un joueur de meneur de jeu et intérieur. Et
l'exploitation, si tu veux, de l'information qu'on a prise, elle est toujours la même. Pour moi, elle est toujours la même. Il vient, je passe. Il ne vient pas, j'y vais. Il est indécis, je feinte. Ok. Et pourquoi il est indécis, je feinte? C'est que sinon, on se retrouve avec un joueur qui est très fort balle en main. Les défenseurs viennent tout le temps sur lui et finalement, il n'a jamais la balle puisqu'il est obligé de la lâcher. Et lui, il faut qu'aussi, des fois, il fasse croire qu'il va la lâcher pour la garder un peu plus longtemps, pour que le défenseur s'en aille, par exemple. Dans ce que tu as évoqué là, sur le 2 contre 1 lancé et sur le 2 contre 1 qui était plus proche du cercle, là, j'ai deux joueurs qui me viennent en tête, c'est Doncic et Jokic. Ouais. Ils sont affreux près du cercle dans je feinte, je refais une feinte, je tire. Et en plus, ils ont une palette technique autour du cercle qui est impressionnante pour finir. Du coup, est-ce que euh, tu leur demandes aussi de varier des finitions près du cercle ou alors vraiment tu laisses, si on termine là-dessus, est-ce que tu laisses les joueurs ou les joueuses décider de ce qu'ils veulent faire? Euh, j'ai l'impression que les deux joueurs que tu m'as cités, ils apportent toujours la bonne réponse. Pour moi, ils ne sont pas créatifs. Ils sont juste cohérents avec ce qu'il faut faire. Et en gros, moi, j'essaie d'encourager les joueurs à dire si la réponse c'est ça, il n'y a aucun problème à y aller. Si la réponse c'est la passe dans le dos, si la réponse c'est tirer même pied, même main, parce que tu as dû, par la force des choses, tu t'es décidé tard, tu as mis qu'un seul appui et le ballon il est sur la même main, et si c'est la réponse, il faut le faire. Tu vois, Et je comment suis tu plus fais? dans. Vas-y, Vas-y. vas-y. J'avais plus une question autour de comment tu fais pour, je suppose qu'il n'y a pas de formule magique, mais un peu pour forcer la nature du joueur ou de la joueuse qui reste dans ce qu'il sait faire et qui n'ose pas trop justement aller Ouais. sur des terrains un peu moins faciles pour lui. L'année passée, il y avait un échauffement que les joueurs adoraient, et moi j'aimais bien aussi. Mais qui est Faut qu'on termine dans une, dans Ouais, une ouais, minute. ouais, ça va très vite. Vas-y. Ils allaient à 2 contre 0. Ils allaient à 2 contre 0 et je mettais toutes les possibilités. Vous lâchez la balle tout de suite. Vous dribblez, vous la passez. Vous attaquez, vous faites passe dans le dos. Passe lobé. Passe contre la planche. Si tu veux, ils arrivaient à 2 contre 1. Lui, il jetait la passe contre la planche et l'autre devait la reprendre et la remettre en dunk. Et en fait, si tu veux, au-delà de leur dire ce que vous devez faire, c'est que j'essayais à chaque fois d'expliquer dans quelle mesure ça peut arriver. L'intérêt, quand tu arrives à 2 contre 0 et que tu fais une passe contre la planche et l'autre, il attrape et il met dedans, le non-porteur, il est obligé de calculer sa course et de ralentir. Et tu te rappelles qu'on en a parlé et j'ai dit qu'à un moment, c'était intéressant de ralentir. Et il faut qu'ils comprennent qu'au-delà d'être intéressant, c'est que c'est même fondamental pour finir des situations, si tu veux. Donc, il faut encourager ces situations-là et tu verras, amuse-toi à faire 2 contre 0, passe contre la planche, t'attrapes, tu dunks, même si le panier, tu le baisses. Hein. Parce que je vais dire, oui, mais les joueurs, ils ne savent pas dunker. Baissez le panier. Vous allez voir qu'ils n'y arrivent pas parce qu'ils sont tellement emportés par leur élan que le cercle est derrière eux, ils n'arrivent pas à dunker. Et du coup, c'est leur expliquer, tu vois, regarde, dans ce cas-là, il est agressif, ralentis ta course, laisse-le aller jouer et comme ça, s'il te fait la passe, tu seras lancé, attrapé et finir. Donc, si tu veux, pour moi, la créativité, elle est au service de la lecture. Et le combat qu'il faut mener, c'est de dire, il ne faut pas demander à un joueur d'être créatif si ça n'a pas de sens, parce que ça va tomber au ridicule, ça va être du cirque, et du coup, il va être moqué et il ne comprendra pas. Il se dira, mais on m'a demandé d'être créatif, du coup, je fais que de dribbler. Mais oui, mais non. Par contre, il faut vraiment expliquer aux joueurs qu'il n'y a pas une et une seule réponse, qu'il en existe un catalogue important, et qu'à aucun moment, je vais te sanctionner si la réponse elle était adaptée. Voilà. Anthony, merci beaucoup. En tout cas, d'avoir répondu présent. C'était très complet comme intervention. Je sens que tu avais beaucoup de choses à dire. Du coup, je garde ton nom et tu seras invité de nouveau. Avec plaisir. Non, non, Euh, c'était un plaisir. Merci à toi. écoute, je suis sûr que tu seras dispo pour celles et ceux qui ont des questions. Ouais. N'hésitez pas à commenter ou à nous demander des clarifications si besoin. Je sais que Anthony sera présent pour répondre, nous aussi. Donc, en tout cas, merci de nous suivre et puis à très bientôt. Anthony, merci encore. Merci à vous. Merci à toi. Salut, ciao. Ciao. Ciao, ciao.